Nous amorçons la toute dernière partie de cette émission organisée en marge de la cérémonie d'investiture du président de la République qui aura lieu demain vendredi 20 mai, ici à Malabo, en Guinée équatoriale, d'où nous émettons en direct. Je vous le disais, l'émission a pour but de porter un regard quand même plus ou moins critique sur les années passées par le président Obiang Bazogo au pouvoir. Nous avons reçu deux ministres, le ministre des Finances, le ministre de la Pêche et de l'Environnement, et nous recevons aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères qui est déjà avec nous sur ce plateau. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quand on parle de la Guinée équatoriale aujourd'hui, la Guinée équatoriale représente quoi en Afrique et dans le monde? Merci de m'avoir invité. Je pense que la Guinée équatoriale, bien évidemment, c'est un pays africain. C'est un pays qui compte maintenant dans la communauté internationale. Au niveau africain, on voit la participation de la Guinée équatoriale dans les activités du continent. Alors, moi, je dirais que la politique de développement, la politique d'amitié et de fraternité que son Excellence Obiang Bazogo, président de la République, qui est en train de mener à la République de Guinée équatoriale, nous a donné des fruits très positifs. Il y a quelques années, pas très long, on ne connaissait pas la Guinée équatoriale. Mais aujourd'hui, je pense que dans tous les continents, dans tous les pays du monde, dans les Nations Unies, on connaît la Guinée équatoriale à cause de la participation dans des activités internationales. Merci, monsieur le ministre. Samuel, il y a une question pour le ministre. Oui, vous voulez le souligner, monsieur le ministre, la Guinée équatoriale est encore parmi les plus pauvres et très méconnue sur la planète. Est-ce qu'on peut dire que les efforts faits par le président de la République à présenter la Guinée équatoriale sur le plan international et même africain n'est pas pour peut-être laver l'image dont on l'accusait de violation des droits de l'homme? D'abord, je pense que la Guinée équatoriale n'est plus méconnue dans la communauté internationale. Si on peut citer pas mal d'exemples, je viens de dire tout à l'heure que quand on parle de la Guinée équatoriale, aujourd'hui dans la communauté internationale, c'est un pays qui est bien connu. Pour votre information, je pense que vous le savez aussi, la Guinée équatoriale, c'est le candidat de l'Union africaine pour postuler au poste du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2018-2019. Ça, c'est un poste très important pour un pays comme la Guinée équatoriale et ça ne peut pas se passer pour un pays qui est méconnu. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale, et je pense qu'on va en parler, est en train de postuler pour le poste de la présidence de la Commission de l'Union africaine pour contribuer une fois de plus au travail de l'Union africaine. La Guinée équatoriale a participé à l'organisation des sommets importants, comme par exemple dans les dernières 5 années, 2 fois le sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. On a organisé d'autres sommets importants, comme le sommet Afrique-Pacifique et Caraïbes. On a organisé des sommets pour l'Ebola, la liste est très longue. Tout ça, ça prouve un pays qui est très présent dans des activités internationales. Et tout ce crédit-là, il faut le donner au gouvernement de la Guinée équatoriale qui est présidé par son Excellence Obiang Bazogo. Pour moi, c'est une réussite totale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Guinée équatoriale était méconnue il y a quelques années. Mais aujourd'hui, grâce à cette politique qui mène son Excellence Obiang Bazogo, je peux dire que la Guinée équatoriale devient un pays incontournable, si on peut dire. Monsieur Santiago. Bonjour. Bonjour. Pour les profanes comme nous ne maîtrisons pas ce qu'on appelle la diplomatie. Je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est la diplomatie et surtout, qu'est-ce qu'apporte la diplomatie active que mène le gouvernement pour le développement économique, politique, socio-culturel de notre pays, parce qu'on a parlé avec monsieur le ministre de la Finance, on a parlé avec le ministre de la Pêche, et on pense que c'est là seulement le secteur que développe le pays.
En quelle mesure la diplomatie? Non, c'est pas seulement, merci beaucoup, c'est pas seulement les secteurs qu'on vient de mentionner qui contribuent au développement d'un pays. La relation entre les États, qui est gouvernée par ce que vous venez d'appeler la diplomatie, sont très importants. Par exemple, aujourd'hui, on vit dans un monde globalisé. On est tous interconnectés. Pour pouvoir survivre, pour pouvoir se développer dans ce monde globalisé, il faut développer les relations entre les États. Donc, il faut avoir une diplomatie pour pouvoir mieux gérer les affaires entre États. Un pays comme la Guinée équatoriale, par exemple, nous avons 1,2 million d'habitants. Si nous produisons ici en Guinée équatoriale, notre marché peut facilement être saturé. Et on doit profiter d'autres marchés. On a ce marché de la CEMAC, on a le marché africain, on a le marché d'autres continents. Comment on va faire pour vendre nos produits dans ces marchés? Il faut établir des relations. Aujourd'hui, je viens de mentionner la CEMAC. C'est une communauté de pays qui travaillent ensemble pour le développement des pays qui constituent cette union. C'est la diplomatie qui nous permet de pouvoir travailler mieux avec ces États. Alors, vous avez mentionné la diplomatie active. C'est quand le pays prend des initiatives. Je viens de faire une liste tout à l'heure de toutes les actions que la Guinée équatoriale mène. Toutes ces actions-là constituent une diplomatie active. C'est la diplomatie qui mène son Excellence Obiang Mbazoro avec tout le peuple de la Guinée équatoriale. C'est une diplomatie qui prime les relations avec les pays africains. Monsieur le ministre, vous avez utilisé un mot tout à l'heure, la globalisation, cette globalisation qui fait de la Terre le village planétaire. Mais on constate que dans ce monde et dans cette Afrique encore, il y a des parties du continent qui n'arrivent pas à s'intégrer. La Guinée équatoriale fait partie de l'Afrique centrale, une Afrique centrale qui n'est pas intégrée autrement. Hein. Les pays, chacun s'en tient à sa souveraineté. Mais apparemment, en dépit de tout ce que vous dites comme initiative prise par le président Obiang Mbazoro, je ne pense pas que la Guinée équatoriale joue un grand rôle pour cette intégration-là. Au contraire, apparemment, la Guinée équatoriale est un frein pour l'intégration de la CEMAC. Qu'est-ce que vous en répondez? D'abord, je ne sais pas, je ne peux pas dire que la Guinée équatoriale est un frein pour l'intégration de l'Union africaine. Il faut simplement voir les activités de la Guinée équatoriale qui vont dans le sens du panafricanisme, qui était à l'origine de la création de l'unité africaine. Quand je mentionné les activités, je ne peux pas répéter toutes les activités maintenant. Oui, mais je vais mentionner simplement. C'est des conférences, mais oui. Ça ne suffit pas pour dire qu'on est entrepreneur. Je vais mentionner tout à l'heure l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. La Guinée équatoriale a accepté d'organiser cette Coupe des Nations. Vous connaissez dans quelles conditions? Il y avait l'Ebola qui ravageait tout le continent. La plupart des pays africains n'étaient pas prêts pour pouvoir organiser cette Coupe d'Afrique. La Guinée équatoriale non plus. Mais je me souviens, en tant que ministre des Affaires étrangères, je suis rentré au bureau du chef de l'État, Obiang Mbazoro, pour lui poser la question. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on va faire? Il m'a regardé et il m'a dit, Monsieur le ministre, pour l'honneur de l'Afrique, pour la dignité de l'Afrique, je vais accepter la proposition. Là, c'est des mots très profonds qui parlent du panafricanisme de son Excellence Obiang Mbazoro et de l'action panafricaniste de la Guinée équatoriale. Toutes ces actions parlent de soi pour dire que c'est un pays qui œuvre vers l'intégration de l'Union africaine. Monsieur le ministre, je suis parfaitement d'accord avec vous. J'applaudis le fait que la Guinée équatoriale ait organisé cette Coupe d'Afrique des Nations, mais cela reste des actions ponctuelles, mais des actions durables qui vont durer dans le temps. Que le fait qu'un Camerounais ne puisse pas arriver facilement en Guinée équatoriale, le fait qu'un Équateur-Guinéen ne puisse pas aller au Congo plus facilement, voilà des actions concrètes que les populations africaines attendent de ceux qui se disent leaders de l'intégration sous-régionale. Par rapport à cela, qu'est-ce qui freine l'intégration en Afrique centrale aujourd'hui? Bon, je dois vous dire que l'intégration, c'est un travail de tous les pays africains. En ce qui concerne la Guinée équatoriale, cet malentendu, je voudrais le corriger tout de suite, parce que j'ai entendu en quelque part, dans quelques cirques,
dire que la Guinée équatoriale est contre l'intégration, tout au contraire. Les actions que je viens de mentionner, c'est des actions panafricanistes. Mais à part cela, c'est important de dire, aujourd'hui par exemple dans la région CEMAC, tous les pays de la CEMAC, tous les citoyens de la CEMAC qui ont des passeports diplomatiques de service officiels peuvent entrer librement en Guinée équatoriale. Ça c'est très important, c'est pas connu. Les gens pensent que les gens ne peuvent pas entrer en Guinée équatoriale et sortir. La libre circulation, la seule question que la Guinée équatoriale s'est posée, et je pense que c'est ça qui amène au malentendu, c'est quand la Guinée équatoriale avait demandé que les conditions pour permettre la libre circulation soient respectées. Je donne un exemple. Les chefs d'État avaient décidé, ils sont d'accord pour la libre circulation dans la zone CEMAC. Mais il y avait des conditions pour faire cela. Par exemple, il fallait avoir des passeports biométriques. La plupart des pays de la CEMAC, la Guinée équatoriale inclus, n'a pas encore de passeports biométriques. Nous n'avons pas de passeport CEMAC. Il fallait former les policiers, les agents, pour pouvoir mieux maîtriser la circulation des citoyens. Cette formation n'existe pas dans les pays de la zone CEMAC. Et je peux continuer avec plusieurs conditions qui étaient établies par les chefs d'État. La seule question que la Guinée équatoriale avait posée, c'est essayons de faire en sorte qu'on puisse respecter ces conditions. Une fois que tout ça s'est respecté, bien évidemment, la libre circulation va marcher. Alors, je voudrais tout de suite répéter une fois de plus que cette façon de dire que la Guinée équatoriale contre la libre circulation n'est pas du tout correcte. Du tout. Samuel Obiang, une question pour le ministre. On va évoluer dans cette émission. Monsieur le ministre, le président chef d'État, M. Théodore Obiang Nguema, est considéré aujourd'hui comme le grand panafricaniste, vu ses actions. Et il est soutenu par certains jeunes qui voient bien ses actions. Et quelle politique la Guinée équatoriale pourrait entretenir en faveur de ces jeunes, les jeunes Africains? Oui, bon, je vois que la question est vers ma candidature au poste de président de la commission. On va l'aborder tout à l'heure, ça c'est sûr. Mais je peux vous dire que le temps que je suis à côté du chef de l'État, je suis très bien placé pour dire que lui, il s'inquiète beaucoup de la jeunesse africaine. Il croit beaucoup à la jeunesse africaine. C'est ça aussi qui est un peu reflété quand on va parler tout à l'heure de la présidente de la Commission de l'Union africaine, dans tout ce que je dis en tant que candidat. Ça ne fait que refléter. Le président Obiang, vous pouvez voir comment il compte avec la jeunesse. C'est un président qui a ce souci. Il le dit dans tous ses discours, et moi je peux le témoigner en tant que proche collaborateur du chef de l'État, en tant que membre du gouvernement de la République de Guinée équatoriale. Monsieur le ministre, je veux faire une question. L'image de notre pays a des problèmes, surtout dans le domaine des pays occidentaux, l'Europe surtout. Mais l'image de notre pays, la diplomatie de notre pays obtient beaucoup de fruits. On les voit dans les rapports, les échanges avec des continents comme le reste de l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, etc. Pourquoi cet décalage avec l'Occident, les pays européens, malgré cette intégration, cette coopération que notre pays maintient? Merci, et surtout... Monsieur le ministre, répondez à Santiago, s'il vous plaît. Bon, depuis que le continent africain connaît la Guinée équatoriale, je peux dire que nous avons une image très positive. La Guinée équatoriale est considérée comme un pays panafricain pour les actions, pour le comportement, pour l'engagement du pays et du gouvernement. Alors au niveau de l'Afrique, franchement c'est difficile, on ne peut pas déduire qu'il n'y a pas une bonne image. On est très bien apprécié et les Africains apprécient beaucoup le panafricanisme de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale devient donc un exemple que pour beaucoup de jeunes, pour beaucoup de pays. Au niveau occidental et dans d'autres pays, bon, c'est normal, la jalousie internationale existe. Jalousie internationale? La jalousie... Qui est jaloux de la Guinée équatoriale? Non, je peux dire, la Guinée équatoriale œuvre pour le développement de l'Afrique.
œuvre pour le développement de la Guinée équatoriale. Et je peux vous dire que dans les populations de la Guinée équatoriale de l'Afrique, tout ça, c'est bien apprécié. Évidemment, on ne peut pas prétendre que tout le monde soit content avec le développement d'un pays ou du continent africain. S'il y a des journalistes ou des personnalités dans un coin du monde qui n'apprécient pas ce développement, bon, c'est leur choix. Mais je pense que, en gros, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, même une grande partie de l'Europe apprécie ce qui se passe en Guinée équatoriale. Ceux qui ont des griefs quand même contre la Guinée équatoriale mettent en avant un certain nombre de choses. Ils citent le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption et la gestion transparente des ressources. Et j'en oublie. Je peux vous donner des exemples concrets pour ne pas parler un peu dans l'ambigu. On a eu le cas que vous avez mentionné, je pense que quand le président est passé ici, la question des biens mal acquis. Oui. C'est des personnalités qui ont des intérêts en Guinée équatoriale et quand les choses ne marchent pas bien, ils profitent de leur influence chez quelques journalistes pour parler contre la Guinée équatoriale. Monsieur Lebec, par exemple, Transparency International, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient ici avec des intérêts économiques et quand ça n'a pas marché pour eux, ça n'a pas marché, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris tous les marchés qu'ils voulaient. Ils ont passé dans quelques journalistes en Europe pour dire que le président était dictateur. C'est ça qui se passe. Il y a beaucoup d'intérêts économiques et quand les gens ne trouvent pas leur chemin, parfois ils profitent pour donner de mauvaises réputations à quelques pays africains. Ce n'est pas seulement la Guinée équatoriale d'ailleurs. C'est beaucoup de pays africains. Quand on essaie de défendre nos ressources, parfois on nous donne le nom de dictateurs, des gens qui ne respectent pas les droits de l'homme, alors que les Africains même, regardez les Équato-Guinéens, ils sont contents. Ils sont contents avec ce qui se passe. Regardez les Africains. Oui. Sauf. Mais on ne peut pas avoir 100%, ce ne serait pas normal. Le fait d'avoir une personne ou deux... Je dis sauf, je n'ai pas développé. Je parle de la majorité. Je parle de la majorité. La majorité. Pour la suite de cette émission, chers téléspectateurs, nous allons regarder un élément d'illustration afin d'aborder la toute dernière partie de cette émission. Suivons plutôt. Le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères, Agapi Tomba Mokué, a présenté officiellement sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba. Cet ancien fonctionnaire de l'UNESCO pendant 18 ans est le plus jeune candidat de l'histoire à ce poste. Dans le cadre de sa campagne depuis avril 2016, il est à la conquête des voix dans les pays africains. La Guinée équatoriale s'est fortement engagée pour la cause africaine au cours des 10 dernières années. Les affaires africaines sont des affaires de la Guinée équatoriale. Récemment, nous avons vu comment la Guinée équatoriale a été mêlée dans toutes les activités, tout ce qui se passe en Afrique. Le sommet de l'Union africaine 2011, le sommet de l'Union africaine 2014, la Coupe d'Afrique des Nations, que le président Obiang, une fois reçu la proposition, il avait accepté in extremis d'organiser cette Coupe d'Afrique en moins de 2 mois. Âgé de 51 ans, économiste, chancelier équato-guinéen depuis 2012, Agapi Tomba Mokué parle espagnol, français, anglais et portugais. Il aura comme adversaire la ministre des Affaires étrangères du Botswana et la vice-présidente du Luganda. Pour remporter l'élection, le candidat devra réunir les 2 tiers des voix. En présence des chefs de mission diplomatiques, l'Équato-Guinée promet de mettre l'accent sur l'émancipation de la jeunesse africaine et la solidarité du continent. Il serait important que l'Afrique puisse travailler en solidarité, en unité, en partenariat, et nous devons travailler pour faire relever les défis de l'Afrique. Nous avons des jeunes qui sont très intelligents, qui sont très compétents, qui peuvent nous donner des solutions, qui peuvent nous proposer des solutions. Il faut les écouter, il faut leur faire confiance. C'est la première fois que la Guinée équatoriale présente une candidature au poste du président de la commission de l'UEA. L'actuel patron de l'institution panafricaine, Nkosi Lamine Souma, est à la fin de son mandat et n'envisage pas se représenter. Le futur président de la commission sera désigné lors du prochain sommet des chefs d'État à Kigali en juillet 2016. Bienvenue, monsieur le candidat. Samuel Obiang, vous, la première question au ministre.
Monsieur le ministre, ou bien je peux appeler Monsieur le candidat. peut-être futur président de la Commission de l'Union africaine. Monsieur, quelles sont vos motivations aujourd'hui pour postuler à ce poste? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, les affaires de l'Afrique sont des affaires de la Guinée équatoriale. Ce que la Guinée équatoriale fait en présentant ma candidature pour le poste de la Commission de l'Union africaine, c'est une fois de plus l'exemple de l'engagement du gouvernement de la République de Guinée équatoriale pour participer à tout ce qui se passe dans le continent africain. Alors, je suis motivé. Et personnellement, on peut ajouter, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait dans la Commission, mais il manque beaucoup aussi à faire. Il y a des réformes qui sont nécessaires à la Commission de l'Union africaine, et je pense qu'avec mon expérience que j'amène à la Commission, si je suis élu, je pourrais contribuer au changement positif de la Commission de l'Union africaine, et j'espère qu'avec ce changement, ça va aussi aider à tout le continent africain. Une question rapidement, Santiago. Bon, rapidement, monsieur le ministre est candidat, je suis comme M. Samuel des Équato-Guinéens, nous voulons que notre candidature prospère. Mais monsieur le ministre, vous savez que dans ce tableau il y a de l'Union africaine, il y a beaucoup de rapports d'efforts, des intérêts, parce que nous savons que l'Union africaine, à peu près 70% de son budget est financé par l'Union européenne, et nous connaissons ce qu'on venait de parler avec la vie, la relation avec l'Europe, ces stratégies. Bon, la Guinée équatoriale a des atouts. Nous pensons, et nous le souhaitons, nous courageons les doigts, parce que vous l'avez évoqué, l'organisation à dernière minute de la CAN, la Guinée équatoriale a donné 2 millions pour lutter, 2 millions de dollars pour combattre l'Ebola, et d'autres comme la question. Ouais. Donc, est-ce que ça va suffire en tenant compte des autres qui se trouvent là-bas? Il n'y aura pas des intérêts, je ne pourrais pas occulter. Je voudrais tout d'abord clarifier les statistiques. La Guinée équatoriale a participé, ce n'est pas seulement les 2 millions qu'il fait allusion. La Guinée équatoriale avait donné 3 millions à l'UNESCO pour essayer de trouver des solutions à des maladies qui ravagent le continent africain. La Guinée équatoriale a donné 30 millions de dollars pour essayer de trouver des solutions à la question de la pauvreté, de la manque de nourriture dans le continent africain. Et la liste est longue. C'est seulement pour mettre en perspective les statistiques. Concernant la question que vous venez de poser, d'abord, je dois dire que la Guinée équatoriale a placé un candidat bien qualifié pour pouvoir abriger ce poste. En tant que candidat, j'amène une expérience de 18 ans d'expérience de travail en tant que fonctionnaire international de l'UNESCO, une institution bien reconnue dans le monde, avec 196 à l'époque États membres, alors que l'Afrique a 54 États membres. J'ai fait 18 ans là-bas, j'amène cette expérience d'organisation internationale. Si je travaille en tant que président de la Commission, les réformes qu'il faut introduire à la Commission vont avoir besoin de cette expérience internationale. En plus, j'amène l'international dans le gouvernement en tant que ministre des Affaires étrangères, en tant que conseiller du chef de l'État. Quand le président Obiang était président de l'Union africaine, j'étais son conseiller principal. Tout ça mène à penser que les chefs d'État africains, qui sont les chefs d'État qui vont élire le candidat, le prochain candidat, je pense que le critère qui va primer, c'est la compétence. Il y a des défis très importants pour le continent africain. Et l'Occident va tirer en bas les ficelles. Je viens de dire que c'est les chefs d'État africains qui vont choisir lors de cette élection. Et moi, je fais confiance aux chefs d'État africains parce qu'ils vont choisir pour le bien de l'Afrique. Monsieur le ministre, j'ai côtoyé certaines personnes qui vous trouvent beaucoup de qualités pour pouvoir briguer ce poste. Donc, ils n'ont pas de problème particulier avec vous, mais ils ont des problèmes par rapport à l'institution qu'on appelle l'Union africaine, parce qu'ils estiment que voilà un grand regroupement de personnes qui vont s'asseoir 1 ou 2 fois par an, qui font de longs discours. Après, ils rangent tout, ils rentrent chez eux, ce n'est jamais suivi d'effet. Et cette Union africaine n'est même pas capable de parler d'une même voix pour défendre les causes africaines dans ces conditions. Est-ce
on est vraiment tenté d'aller changer quelque chose. Surtout que le président de la Commission n'a aucun pouvoir coercitif sur les chefs d'État. Mais voilà une des choses qui pousse la Guinée équatoriale et qui pousse le candidat qui parle pour essayer de postuler pour ce poste. Le président de la Commission a une responsabilité importante pour s'assurer de l'implémentation des décisions des chefs d'État. Si je suis élu, justement, ça serait une des priorités. Par exemple, nous parlons de la Cour pénale africaine depuis longtemps. Il y a déjà une décision des chefs d'État. En tant que président de la Commission, je travaillerai pour mettre en exécution cette décision. Voilà quelques difficultés quand je parlais des réformes qui sont nécessaires à la Commission, je crois. Et le président de la Commission a beaucoup à voir pour pouvoir permettre que les décisions des chefs d'État soient mises en exécution. Je vous promets que si je suis élu, on va voir une différence dans cette commission et j'espère que ça va aider le continent africain. Il ne reste qu'à vous souhaiter du chemin, beaucoup de succès. Merci. Monsieur le ministre. Chers confrères, il est temps de dire merci à notre invité qui nous a fait l'honneur de venir répondre à nos questions. Avec plaisir, on va suivre demain, chers téléspectateurs, la cérémonie d'investiture en direct. Vous ne raterez rien, ne ratez surtout pas ce rendez-vous. On sera toujours en compagnie de plusieurs personnalités. Les ministres seront avec nous, d'autres personnalités de la Guinée équatoriale et même de l'Afrique seront avec nous pour vous faire vivre cet événement quand même assez précieux. Restez toujours en compagnie de nous. Ce sera tout pour cette émission, chers téléspectateurs. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain matin avec beaucoup de plaisir pour vivre cet événement qu'on appelle l'investiture du président Obiang Demba Bazogo pour son nouveau mandat. Restez en compagnie de programme d'Africa 24. À très bientôt.